Comment coach Aldric Cassata analyse-t-il la défaite de Manon Fiorot contre Valentina Shevchenko? Les welters sont-ils devenus la catégorie la plus fun à suivre à l'UFC? Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite pour Baki après avoir conquis la ceinture des welters de Arès? Qu'attendre de l'événement hexagone de cette semaine? Ce sera à Bordeaux ce week-end. Aldric Enerby est de retour dans les studios Ricordia à Nice pour son 3e épisode pour vous décrypter toute l'actualité du combat. Et il y a beaucoup de choses à dire. Générique! Bon Aldric, on est de retour à Nice, je le disais, studio Ricordia, on a passé plusieurs jours à Montréal, toi un peu plus que moi d'ailleurs, tu y es resté après, c'est pour ça que t'étais pas avec moi la semaine dernière. Déjà j'ai une première question, on va entamer le premier gros morceau de cette émission, forcément c'est le décryptage du combat de Manon, c'est la première fois qu'on va t'entendre là-dessus Aldric. Comment ça va déjà? On est 9 jours après ce combat-là, comment va Manon? Est-ce que ça a été difficile à digérer ce revers contre Valentina? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Manon va très bien. Le sport de haut niveau, c'est aussi ça. C'est des accros, c'est des victoires, c'est des défaites. Donc là-dessus, on y était préparé. Elle a eu un très gros soutien de la part de la communauté déjà, et ça c'est important de le dire, et de l'UFC. Je crois que c'est 3 ou 4 jours après, j'ai eu Hunter au téléphone, il y avait Manon à côté, elle a pu entendre ce qu'il avait à dire là-dessus. Hunter Campbell. Ouais, le numéro 2 aujourd'hui de l'UFC. Peut-être ce futur numéro 1, parce que tu as vu que Dana commence à parler de s'écarter. Moi, je parle qu'avec lui. Donc, j'ai jamais eu de match-up et de réunion avec Dana directement. Et bon, il était, lui, extrêmement content de la façon dont le combat avait été vendu, dont le combat s'est déroulé. Et il voulait très vite remettre Manon en selle. Donc, c'est ce qui va être le cas. Là, on fait une petite semaine où on fait 2-3 tests médicaux pour être sûr que tout va bien. Et je peux déjà annoncer que notre intention, en tout cas, c'est qu'elle reparte très, très vite au charbon, disons, courant de l'été. Au niveau, quand je te disais comment ça va Manon aussi, physiquement, on a vu son nez dès le premier round. Est-ce que le nez a été cassé? Est-ce qu'il y a eu passage par l'hôpital? Comment ça s'est passé? Il y a une suspicion de fracture, mais qui n'est pas encore avérée. On en saura plus là dans les 48 heures qui viennent, parce qu'on a quand même pris une petite semaine pour récupérer un peu, que ce soit psychiquement et physiquement. Et là, cette semaine, on fait les tests médicaux pour enlever la suspension s'il y a besoin. On va rentrer dans le combat en lui-même, mais pour rester un peu sur ce thème-là, Manon, on l'a aussi vu sur cette semaine, elle n'a pas été présente sur les réseaux sociaux. On sentait qu'elle avait besoin de rester un peu dans sa bulle. Sur la façon de le digérer psychologiquement, en quelques jours, elle a réussi quand même à passer à autre chose là-dessus? Non, elle passera pas à autre chose avant de... En fait, aujourd'hui, tu as 2 solutions. Soit tu t'arrêtes, tu changes de KT ou tu arrêtes ta carrière quand tu as un échec comme celui-là. Soit tu te dis, j'ai 2 ans et demi de moins que la championne et je peux encore le faire. Et à ce moment-là, tu changes ton état d'esprit et tu y retournes. C'est très franchement l'état d'esprit qu'a Manon aujourd'hui. Elle veut le faire. Moi, je pense que c'est possible et surtout, je pense que l'UFC y croit aussi. Donc, il fallait couper avec les réseaux, bien sûr. Même si, on va y venir tout à l'heure, mais j'ai pas trop envie de m'attarder sur les critiques, à part celles qui méritent un droit de réponse. Mais il y a eu tellement de force à côté que ce serait faire insulte aux gens qui ont témoigné de la force et du soutien, de parler de la petite dizaine de personnes qui sont permis d'effectuer des critiques. Après, la critique, elle est bonne aussi, on va en parler. Et comme tout entraîneur qui a en charge la totalité d'un camp, j'ai une très grande part de responsabilité là-dedans, c'est normal. Le combat, on revient sur ce combat en lui-même. On a déjà, nous, fait un décryptage la semaine dernière avec Baba. Je sais pas si tu l'as écouté. J'ai fait exprès de pas l'écouter, pour que ce soit pas biaisé mon analyse. Exactement, tu me l'avais dit, donc je savais où j'allais avec cette question. Comment t'analyses ce combat-là? Nous, on a vu, moi je vais te dire, j'étais à Montréal pendant 10 jours. J'ai vu tous les entraînements de Manon, sauf un, je crois, il me semble. Il y en a un soir où j'étais pas là. Et j'ai dit à Baba, pour moi, elle était pas là. Dans le premier round, quand je te dis elle était pas là, c'est dans le sens... Sur les 10 jours que j'ai passé à Montréal, la pire Manon Fiorot que j'ai vue en striking, c'était pendant le premier round de ce combat pour le titre. Tout ce que j'ai vu à l'entraînement avant était bien meilleur que ce que j'ai vu dans la cage à ce moment-là. Travail de feinte, la façon dont elle fait ses entrées, tout était bien meilleur à l'entraînement. Donc moi, mon analyse que j'en ai fait, c'est elle a pris de la pression sur la tête. Et elle rentre mal dans son combat. Comment t'analyses cette entrée dans ce combat, ce premier round qui change beaucoup de choses? Parce que ce nez explosé, il va changer beaucoup de choses sur la suite aussi. Quand je te parle de responsabilité, pour moi, un entraîneur, c'est pas un parapluie. C'est-à-dire que je te dis pas ça pour dire ouais, c'est moi qui prends la faute et pas mon athlète. Je te parle de ça parce que il y a du très bon dans ce combat et on va y venir, et il y a du moins bon et tu l'as très bien dit. Et ce premier round, pour moi, c'est pas le premier round en lui-même qui est pas bon, c'est les entrées qu'on fait dessus. Et mon rôle, je l'ai toujours dit,
c'est en tout cas celui de head coach, parce qu'il y en a d'autres, si tu prends part à ce qui est technique sur le tapis, tu as un autre rôle. Mais en tout cas, le rôle de head coach, c'est de prévoir les momentum. Quand je dis momentum, je veux dire les séquences et surtout les distances à laquelle le combat va se passer. Et autant j'ai d'énormes satisfactions sur le clinch de Muay Thai, alors que Valentina était 17 fois championne du monde et on a dominé toutes les phases de clinch. Donc là, vu qu'en plus Manon était pas forcément experte là-dedans, je suis extrêmement satisfait de ça. Autant sur les entrées, je pense que il y a un ensemble de choses, mais peut-être que ça n'a pas été assez bien travaillé. On a peut-être trop travaillé sur un adversaire qui recule, alors que ce coup-ci, elle a pas reculé. Même si on peut se consoler en disant ouais, mais elle reculait dans 90% de ses combats, elle commence d'abord par reculer. Mais là, elle l'a pas fait. Et elle a attendu en bloc. C'est ça. Ouais. Et la réadaptation a peut-être pas été assez fluide. Peut-être que moi aussi, j'aurais dû prendre la parole pendant le premier round. Il y a des griefs qui existent et moi, je m'en veux beaucoup parce que, en fait, tu prends un KO, tu te fais soumettre, tu te fais soumettre. Mais quand tu perds un 48-47 avec un des juges qui donne le 5e en plus et avec un nez abîmé ou cassé au premier, ben il y a une grande part de technico-tactique. Donc c'est ma faute. Voilà, on va pas se cacher. Hein. Avec tout ce que je dis, il y a une part de frustration énorme, forcément. Oui, parce qu'en plus c'est une partie de poker qu'on rattrape. Donc je vais un peu vite, mais ce premier round il est ce qu'il est. Mon intervention entre rounds, elle est critiquable, mais les faits sont qu'on prend le 2 et le 3, donc elle est pas mauvaise. Et on repère 4-5. Alors oui, il y a des fight acts, c'est-à-dire qu'il y a des faits de combat qui sont en notre défaveur. Le cri du public, ce Ushiro, c'est-à-dire ce coup de pied retourné du 4e qui touche pas Manon dans la tête, qui la touche dans la garde, mais qui la déséquilibre. Et derrière, effectivement, elle gagne ce round que nous ne menions pas, mais va savoir si cette accélération dans le 4e, elle est favorable à Manon, peut-être qu'on l'arrache. Il y a ce 5e round où on a le dos debout et qu'on capitalise pas dessus. Il y a qu'un seul juge qui nous le donne. Donc il y a beaucoup de technico-tactique et ça c'est plutôt ma partie. Donc voilà pourquoi je dis qu'il y a une très très grande part de responsabilité qui m'incombe. Moi je l'ai déjà dit, je pense que ton inter-round, quand on connaît Manon, toi, votre relation et la façon dont vous travaillez, je pense qu'il est à peu près parfait. Parce que tu donnes les messages que tu donnes sans l'inquiéter outre mesure, malgré ce début de combat qui est compliqué. Là où ce qu'on notait aussi sur ce premier round, et tu nous diras ce que t'en pensais, c'est que la Manon que je connais, elle s'adapte. Elle s'adapte assez vite. Elle a un fight IQ qui pour moi est assez élevé, Manon. Je l'ai toujours considéré comme ça. Là, quand elle rentre 3 fois et que c'est puni 3 fois, elle s'adapte pas. C'est dans ce sens-là où je disais, j'ai l'impression qu'elle est pas là sur ce premier round et qu'elle se réveille qu'à partir du deuxième. T'en penses quoi? Mais le premier round, tu sais, l'analyse de combat, ce qu'on fait, ça, moi, je trouve que c'est très similaire au droit. Et en fait, c'est les faits qui comptent. Donc, on perd le premier. Est-ce qu'on le perd que sur le down? Non. C'est-à-dire que si tu enlèves le down, on le coupe au montage et tu laisses ce premier round, on est encore un peu derrière. Donc ça, il faut forcément trouver une explication. On peut pas dire oui mais. Et en fait, sur quoi on les perd? On les perd sur les entrées parce que je trouve que Manon réadapte pas mal après sur les déplacements et tout. Mais sur les entrées, on feinte pas assez. Valentina, elle est hyper statique et bravo à elle. Hein. Mais en quelle année être statique, ça doit te permettre de gagner un round? C'est peut-être qu'on l'a pas assez travaillé. C'est pour ça que je te dis, je suis un peu, ça me saoule de pas avoir vu ça venir, parce que je pensais jamais que ce truc-là nous poserait des problèmes, tu vois. Et du coup, peut-être qu'on aurait dû plus travailler ça en sparring. Et effectivement, la plupart des filles que j'ai choisies, je les ai choisies soit pour leur clinch de Muay Thai, soit parce qu'elles étaient gauchères, soit parce qu'il y avait des très bonnes liaisons. Et j'ai pas pris de filles vraiment statiques, typiques Lumpini ou Raja, tu vois, parce que j'ai pas vu ça venir. C'est pour ça que je te dis là, après, on peut dire ce qu'on veut. Bien sûr que c'est plus compliqué entre une athlète qui a fait 12 ou 14 ceintures. Parce que je crois, si tu comptes déjà les 8 qu'elle a gagnées, plus les 3 ou 4 qu'elle a perdues, on est déjà à une douzaine. Est-ce qu'elle rentre mieux dans un combat que quelqu'un qui découvre? Forcément, j'ai envie de te dire oui. Mais ça fait pas tout. Je pense que le secret de mon coaching, en tout cas, c'est de vivre des moments que tu as déjà travaillé à de très nombreuses reprises pendant le camp. Et peut-être qu'effectivement, ça, on n'a pas fait assez. Avant d'aller sur les rounds suivants, parce qu'il y a une belle adaptation, comme tu le dis, et on n'est pas loin. Avec ce 48-47, on n'est vraiment pas loin dans les faits, dans la façon dont on note le MMA. Il y a une critique qui est revenue, et il fallait que je te la pose sur celle-là. Est-ce que vous avez sous-estimé
Valentina Shevchenko. Parce que c'est par rapport au discours que toi t'avais, que Manon avait en conférence de presse et tout, il y a des critiques qui remontaient en disant mais ils l'ont pris pour plus basse qu'elle n'était. Non. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je pense pas que ce soit ça, parce qu'en fait, je sais pas si tu as remarqué, les chances françaises pour la ceinture, elles se font pas légion, il n'y en a pas eu 1000. Donc, la critique de Cyril, c'était qu'il était arrivé en vaincu parce qu'il témoignait du respect envers John Jones. Notre critique à nous, c'est qu'on l'a respecté pas assez. Non, je pense que il faut, si tu signes un combat, c'est que tu penses que tu peux le gagner. Moi, c'est mon avis, et c'est pas le cas que pour Manon. Je veux dire, à partir du moment que je sois manager ou que entraîneur, si on valide un match-up, c'est parce qu'on vient le gagner. J'ai jamais envoyé aucun de mes athlètes à la mort, donc. Et il la faut même cette confiance. Je vais te couper, Aldric, mais il la faut. Il y a aucun monde, qu'on parle de MMA, de boxe, d'autres sports de combat, où tu rentres en te disant, bon bah l'autre il est plus fort de toute façon, et je suis juste content d'être là entre guillemets. C'est ça. Après, la critique, moi je l'accepte, Alex. On n'a pas gagné, donc moi j'ai des jugements. J'ai vu des bonnes choses aussi au milieu, mais à partir de là, j'accepte à 100% la critique des fans français, parce que quand tu ramènes pas la ceinture et qu'ils avaient envie de le faire, il faut trouver un fautif, et j'endosse ce rôle volontiers parce que j'ai des choses, il y a des choses à revoir dans ce combat, mais en tout cas pas celle de la confiance. Celle-là, je comprends la question. T'aurais la même approche, ouais. Ouais, parce que je pense vraiment que tu viens dans un combat pour le gagner. Et tu te dis pas, oui, mais attention, elle est très forte. Et ça, pour moi, en tout cas, pour les athlètes que j'encadre, c'est pas une bonne stratégie. Mais qu'on soit clair, parce que ça, j'en ai parlé avec toi, en off, comme avec Manon. Vous saviez qui était Valentina Shevchenko. Ça, j'ai aucun doute sur le fait que toi, comme elle, vous étiez bien conscient de qui il y avait en face. Ne serait-ce que par je veux dire, les gens verront dans le film les moyens qu'on a investis dans ce camp. Les sparring qui sont venus, c'est pas pour juste mettre Manon Robin, c'est parce qu'on savait très bien que c'était la GOAT et que c'est la numéro 1 pound for pound. Donc tu la prépares pas comme tu prépares Blankfield à l'époque, mais non, à ce niveau-là, je sais très bien que Manon savait qui c'était et qu'elle était prête pour ça. Et la preuve en est, c'est la petitesse du résultat, quoi. C'est très serré. Je pense qu'il y a... C'est marrant, on rouvrira plus tard les débats, peut-être dans d'autres émissions, mais c'est marrant que tu parles de la GOAT, parce que beaucoup disait Nunes jusqu'à pas longtemps, et je vois de plus en plus de gens dire en fait c'est Shevchenko. Pour la longueur de son règne et la longueur dans laquelle elle brille dans les arts martiaux, c'est sans doute Shevchenko plus que Nunes. Mais c'est un débat pour plus tard peut-être. On en reparlera, mais c'est vrai que même au niveau de l'adversité quand même et de la carrière en global, parce que Nunes, elle a un palmarès que en MMA, quelques super fights de grappling, mais ça s'arrête là. Elle derrière, il y a une grosse, ne serait-ce que pour le palmarès de Muay Thai, elle doit être devant, parce que quand t'es 17 fois championne du monde, ça c'est un avant-carrière extrêmement fort déjà, et qui mérite d'être pris en considération dans le rôle de GOAT. Ouais, je suis complètement d'accord. On poursuit le fil de ce combat, on rentre dans le deuxième round, il y a une adaptation. Tout de suite, il y a une recherche beaucoup plus d'aller la lutter, d'aller dans ces phases de clinch où Manon prend l'avantage. Même si elle résiste bien, Valentina, pour le coup, parce que beaucoup pensaient qu'avec la différence physique, Manon aurait un gros avantage là-dessus, mais elle résiste bien, c'est une championne, hein, Valentina. Par contre, c'est des phases très positives pour Manon, toutes ces phases-là. Il y a aussi les phases, t'en parles dès l'inter-round du premier round, d'aller la chercher qu'en anglaise, en enlevant les kicks. Moi, je trouve, on le voit moins sur les 2, 3, 4. Par contre, dans le 5, j'avais dit à Baba, il y a 2 séquences, je pense que tu les as comme moi, où elle enchaîne 2 fois des combinaisons et elle rentre à chaque fois. Valentina peut rien faire, Manon réussit à rentrer et à la lutter. En fait, enchaîner ces 2 phases que tu préconises dans cet inter-round du 1. On a la bonne tactique à partir du 2. Et qu'est-ce qui manque pour que cette tactique fasse basculer 3 rounds à 2 en votre faveur plutôt que 3 rounds à 2 en faveur de Valentina? Moi, je pense que dans notre adaptation à nous, il manque rien. C'est parfait. La distance se raccourcit légèrement, ce qui permet de lutter, parce que il faut comprendre. Oui, je donne un discours ouvert sur la boxe et la lutte. Mais en fait, pour moi, c'est un seul discours, parce que si tu restes ce qu'on appelle au kick in range, comment veux-tu lutter? Tu vois, c'est ma vision du MMA et c'est le vocabulaire que j'utilise avec mes athlètes. Tu peux pas lutter au kick in range, c'est pas possible. C'est à distance. Pour expliquer pour les un petit peu néophytes, si tu restes à distance de coups de pied, ton takedown, il est vu de trop loin, et on sait que Valentina, elle a une grosse défense de lutte. Donc, il faut se rapprocher à distance d'anglaise, ce qu'on appelle le boxing range, et de là, tu fais ton attaque aux jambes ou t'amènes ton cage control, ce qui nous est favorable puisqu'on fait tomber. On fait tomber aux deux. Il y a toutes ces phases de cage control où Manon maîtrise. On domine sur le clinch, on domine sur le cage control. Donc, moi, je pense que 2 et 3, la stratégie, elle est absolument parfaite. Il n'y a pas de fatigue de la part de Manon. Elle reprend pas de coups. Et elle gagne les rounds. Donc, à partir du moment où c'est fait comme ça, ce qui se passe après, c'est qu'il y a une réadaptation, parce qu'attention, c'est pas des clampins en face, hein. Ah non, ça, c'est sûr. On a 2 experts, mais ça marche, puisqu'après le 3e round, pour 2 juges,
vous êtes en tête. C'est Manon qui est en tête de 1. Et je pense que c'est plutôt sur la réadaptation du 4e où là, elle commence à reculer. Donc, c'est plus difficile de la lutter. Sur le 5, il manque vraiment pas grand-chose. On est sur ce 4, mais à la fin, il y a le down, où Manon refait une entrée avec le kick et elle est punie directement. Ça, c'est une grosse frustration pour toi, le coach, parce qu'on se dit, je ne sais pas si le round n'est pas déjà à Valentina. On était dit dans le débrief, je pense qu'elle a un peu l'avantage quand même et que sans doute les juges lui donnent. Mais clairement, il n'y a plus de doute une fois qu'il y a le down. C'est ça. Et il y a 2 trucs qui ont joué pour pas que Manon elle se sente en sécurité. Malgré le 4e, il n'est pas mauvais. Sauf que quand c'est Manon qui touche, il n'y a pas un bruit dans la salle. Et quand c'est Valentina qui touche, il y a le public qui est vraiment oufissime alors que les touches sont loin d'être nettes, tu vois. Je confirme pour avoir été dans le public. Tu vois, et ça, il y a même des sifflements quand Manon est dans la position de cage control, parce que toute la soirée, le public canadien a détesté les phases de cage control, de clinch et des choses comme ça. Il voulait de l'action, le public québécois. On va dire que ce public québécois, il était en masse pour Manon. Mais là, c'était pas la masse qu'il y avait au gala. Compte tenu du prix des places, c'était un public qui était... je veux dire, aujourd'hui, par rapport au salaire moyen au Canada, les places, elles étaient proportionnellement beaucoup plus chères qu'un Français pour l'UFC Paris. Et ce public... qu'ils ont distribué des places gratuites dans des clubs de MMA ou de JJB à Montréal dans les jours d'avant. On m'a donné l'info. Parce qu'ils étaient en galère et qu'ils voulaient remplir un peu la salle. Donc il y a eu moult, je te dis pas 3-4 places, hein, des 30 places pour certaines salles, des trucs comme ça. Tu m'apprends quelque chose. Et c'est vrai que ce public, il était plus venu chercher du striking que des phases de lutte et de sol qui ont été, à part la petite Jasmine Janadavicius qui faisait le combat dernier de la prélim, je crois, si je dis pas de bêtises, contre Andrade, toutes les phases de sol ont été sifflées. Donc, elle avait l'avantage d'être canadienne. Mais ça, on savait non plus qu'on n'était pas à la maison. On savait qu'il y avait la barrière de la langue qui était en notre faveur, mais tu sais que c'est pas le Canada, c'est pas quand même la France. Donc ce 4e, moi, je m'en suis beaucoup voulu d'avoir demandé avec Chris d'accélérer à la fin, mais là, c'était nécessaire parce que le round, on l'avait pas. Ouais. Moi, je pense aussi que vous l'aviez pas. Il manque un petit peu, il manque quelques frappes. On a une position où elle est dans le dos à un moment pareil, debout. Et là aussi, le coach s'en veut, tu vois, parce que quand tu vois que Grasso, elle a eu une fois cette position sur le premier, elle a capitalisé dessus. Clairement, Valentina, elle a des faiblesses sur ça. Je veux dire, elle a des défenses de lutte qui sont pas mauvaises, mais on a clairement vu que Manon était au-dessus là, sur ça. Et derrière, sur le dos, elle est pas hyper performante, même si elle a dû le travailler. Et on aurait pu encore faire mieux dans ces positions. Et tu t'imagines, sur 4 et 5, on a 2 fois le dos. Donc, si on est capable de faire tomber et de mettre juste les crochets, fin du bail. C'est pas opti, mais avec le nez et le coup encaissé dans les premiers rounds, ben tu finis ça tranquillement et tu gagnes d'1 point ou 2 et on n'en reparle plus. Et tu prépares une revanche où tu vas faire ça intelligemment. Là, oui, parce que dans ce scénar, on aurait eu la revanche. Évidemment. Si Manon avait pris 3-2 là en prenant le 5, il y avait une revanche directe, c'était sûr. C'est pour ça que je te dis, il y a des moments de combat. Et c'est la première fois que ça m'arrive où peut-être que j'ai pas assez fait travailler ces momentum pendant le compte. Donc clairement là-dessus, tu sais, la critique, elle permet d'être meilleur. Moi aujourd'hui, je suis quand même un jeune entraîneur, donc je vais pas arriver sur ce bureau et te dire ouais, ce que j'ai fait c'est parfait, c'est mon athlète. Tu prends les erreurs pour en tirer du positif. Ouais, puis il faut les prendre à sa charge parce que si un truc n'est pas travaillé correctement à l'entraînement, c'est pas de la faute de l'athlète. C'est la faute de l'entraîneur. Et cette fin de 4 où tu dis, je regrette un peu de lui avoir dit d'accélérer, on voit, quand elle revient dans le round, dans le coin, elle te dit, tu m'as dit qu'il restait 10 secondes. Bon, on connaît aussi votre relation, mais là, tu t'en veux d'avoir dit un truc comme ça? Non, parce que mes paroles, elles étaient vraiment, tu sais, moi, par contre, j'ai pas été dans l'émotion pendant le combat. J'ai essayé d'analyser le plus calmement possible et que mes mots, soit pesé. Donc j'étais sûr que si je l'avais dit, alors j'étais plus tranquille quand je l'ai revérifié 3-4 fois derrière, je te le cache pas, parce que c'est quand même des mots qui sont lourds de responsabilité. Et puis tu sais jamais, tu peux avoir lâché quelque chose sans t'en souvenir. Hein. C'est dans le feu de l'action. Si tu dis à un athlète qu'il est en train de gagner et qu'il perd, c'est une catastrophe. Donc non, je pense que c'était ce qu'il fallait faire, en tout cas pour essayer de gagner ce 4e. De prendre le round. Et derrière, tu sais, je veux dire. Voilà, il y a un contre, c'est le Yoko qu'elle choisit, ce qu'on appelle le coup de pied de côté. Elle fait autre chose, elle capitalise, il faut, c'est elle qui arrache le round. Donc il fallait aller chercher ce coup de pied et malheureusement, sur ce coup-là, ça tombe pas en notre faveur. Ouais, c'est ça. Il y a une conséquence négative, mais il y aurait pu avoir une conséquence positive et il faut la voir aussi comme ça. On arrive sur 5e, Aldric, il est serré en fait. Il est serré, il y a 2-2 pour 2 juges sur les 3 avant d'entamer. Il y en a un qui est à 3, mais pour les 2 autres, c'est 2-2. Donc le combat est totalement à la portée de Manon si elle prend ce 5e round. Il n'y a pas une différence énorme. Moi, je le disais dans le débrief, je pense que c'est le round qui est le plus serré même. Si tu prends 3, 4, 5, c'est celui qui, pour moi, est le plus rasoir, tu vois.
Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que ça bascule pas? Juste de pas avoir profité quand elle avait le dos, profiter de certaines situations, laisser, comme tu dis, parce je crois qu'il y a un ou deux backfist ou des choses comme ça de Valentina où toute la salle fait wow. C'est ces petites différences qui font basculer ce 5e et donc le combat, en vrai. Moi, sur la notation MMA. Je te donne mon avis. Je pense que les juges, ils ont noté 5e sur la globalité du combat. Voilà mon avis, qui n'engage que moi. D'ailleurs, les deux qu'il donne à Valentina sont les deux qui ont donné le 3 à Manon. C'est ça. Et inversement. Et donc, je pense que ce 5e, sur le papier, il est tellement serré, c'est un toast, tu vois. Tu faut lancer la pièce en l'air. Donc, tu avais deux solutions là-dessus. Ou t'acceptes qu'il soit comme ça et on voit là la conséquence, où il fallait vraiment avoir une domination extrêmement importante pour pouvoir le gagner, et on l'a pas fait. Je pense qu'on le domine, hein, moi, le round, très légèrement, de par les positions et tout. Mais, et même sur l'anglaise. Que si t'enlèves tout le contexte, des juges peuvent vous le donner sans problème. Tu prends tu prends 5e, tu le mets en premier round. J'aimerais bien voir ce que notent les juges, parce que, en plus, là, il y a des dégâts significatifs, notamment sur les 2-3 combos en anglaise qu'elle sort, elle touche fort. J'ai dit, c'est 2 combos très en fort. anglaise. Et il y en a un qui touche vraiment plein pot sur le 1, le 2. D'ailleurs, tu te dis, elle a la tête quand même bien accrochée parce qu'elle prend. Vu que toi, tu dis après le premier round, c'est vrai que devant, à la revoyure, dans la salle, je les avais pas bien notés, ces combos. Mais quand j'ai revu le combat, j'étais là à dire, oh, t'aurais dû le faire plus souvent, Manon, parce que. C'est pour ça que je te dis, là, elle était capable de le faire. Ça passait. Elle était capable de le faire et elle l'a fait. Si tu contextualises bien, alors ce 4e, on va pas revenir dessus. Il y a un fight fact, il y a cette accélération du 4e qui nous fait perdre. Mais quand elle a commencé à reculer, l'anglaise est passée. Parce que c'est ce que je te dis. Peut-être qu'il aurait fallu travailler sur un adversaire statique contreur plus pendant le camp. Et sur ses déplacements antéro-postérieurs, maintenant elle avait les armes pour rentrer en anglaise et elle a passé son anglaise. C'était pas net, hein. On va pas commencer mais sur les deux combos, ça passe. Exactement. Et c'est pour ça que je te dis, il y a une petite suite de faits qui sont vraiment du haut niveau. Là, on parle pas de gros détails, tu vois, mais il y a une petite suite de faits qui chagrine l'entraîneur que je suis. C'est une phrase que je disais souvent, même avant. Le diable, il est dans les détails. Au plus haut niveau, c'est les détails qui vont nous intéresser dans le débrief. La masse du combat, c'est moins intéressant à ce niveau-là. T'y venais parce que tu disais, c'est peut-être ça qu'ont donné les juges en fin de 5e. Globalement, on est d'accord que si tu regardes la notation de MMA, Manon peut le prendre. Un 48-47 Manon, c'est pas une dinguerie. Ça choque pas, surtout quand les 3 journalistes de Sherdog, ils lui donnent. Par contre, on est d'accord que le combat global, si tu regardes le combat dans son ensemble, tu le donnes à partir du moment où il y a un down, Alex. Ouais, c'est ça. Tu vois, l'impression générale, elle est pour Valentina. Même si ce qu'on dit a été, comment dire, inversé peut-être 10 fois dans l'histoire de l'UFC. Combien de fois un mec s'est fait downer au premier gagne à la fin. Mais à partir du moment où il y a un down, ça fausse. Notamment un down immédiat dans le premier round, ça fausse la façon de noter. Et surtout que là, en fait, sur le 5e, c'est vraiment le piège. Parce que en fait, le mec, il a plus qu'à marquer ça. Si c'est des rounds qu'il a déjà notés, comme ils sont obligés de rendre la carte entre chaque round, là, sur le 5e, ils voient un truc serré, ils sont obligés de penser à la globalité avant de rendre la feuille. Et c'est faussé. Ouais, t'as un monde où un juge peut se dire, moi, j'avais peut-être un tout petit poil d'avance de Manon, mais en fait, si je regarde ma carte globale, ça va donner le combat à Manon, et j'ai pas envie, je veux le donner à Valentina parce que c'est mon avis sur le combat global. Ça. Ce qui se passe pas si c'est le 1, t'as raison. Donc ça, c'est quand même la différence entre les deux. Il y a une suite je veux dire, aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, le niveau entre ces deux athlètes, il est hyper serré. Et ça me fait plaisir de l'avoir entendu de la bouche des gens de l'UFC. Le niveau entre Manon Fiorot et Valentina Shevchenko, il est très serré. On peut dire ce qu'on veut, ne pas partager mon avis, on en débat dans le respect avec grand plaisir. Et je pense que c'est vraiment des tout petits faits qui ont fait basculer ce combat. On n'a pas eu beaucoup de réussite samedi dernier. Si, à part les choses dans le training camp dont tu m'as parlé là, voire peut-être des strikers un peu plus statiques, des choses comme ça, il y a un truc que tu changerais? Si tu devais changer un truc sur toute l'approche du combat, sur le soir du combat, sur pendant le combat, ou rien du tout? Manon, elle était capable de faire un combat à la Taylor Santos et de lutter tout le combat. Hein, et elle avait le cardio pour le faire. Hein. On sait qu'elle a une VMA très au-dessus de la moyenne. Hein. Je vais te dire, puisque t'as pas encore écouté mon débrief. Dans le débrief, je dis, moi, ma solution, mais j'ai pas la science infuse, hein, j'ai déjà dit, tu m'apprends pas à faire des émissions, je t'apprends pas à coacher en MMA, mais mon avis d'analyste, il est qu'elle aurait dû pourrir le combat, à partir du clinch, du dirty boxing, peser sur elle, faire presque une Ryan Bader contre Cheick Kongo, tu vas voir ma ref, et aller prendre ces 4 rounds, même s'il faut à l'arrache, pour aller emporter la ceinture. Vu la situation avec le nez en plus qui vole au premier, moi, c'était mon premier avis d'analyse comme ça. On était capable, en tout cas, moi, tu vois, ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de game plan. Il y a des adaptations et le fighter, il faut qu'il les travaille, il faut qu'il soit capable de les faire. Preuve en est, Manon, elle est capable de foutre sur le cul toute la KT.
lutteuse, pas lutteuse, Valentina, pas Valentina. Donc, évidemment qu'en te disant, après, le game plan de faire tomber et de contrôler, il demande du jus quand même. Notamment, mais elle avait le jus pour le faire. Alors, une fois que le combat est terminé, tu te dis, bah, si j'avais lutté les 5 rounds, on gagne. Mais sur le game plan de départ, je pense qu'on n'était pas si loin en fait. C'est sur l'adaptation qu'il fallait changer 2-3 trucs. Ah, puis lutter comme ça pour les 4 derniers rounds, le nez, ça aide pas. Alors c'est pareil, hein, c'est pas de la malchance, c'est elle qui prend le coup, donc c'est la conséquence du premier round, mais ça aide pas pour faire ça. Parce que comme tu l'as dit, il faut un cardio. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que je te dis, c'est beaucoup de déception, parce que tu sens que c'est vraiment passé un cheveu. Maintenant, comme je l'ai dit, cette déception, maintenant, il faut la mettre sur la suite, parce que, encore une fois, c'est Manon qui est la plus jeune des deux. Et quand même 2 ans et demi, c'est beaucoup. Donc il faut essayer de travailler, d'effectuer les changements qu'il faut faire, de garder cette motivation pour aller chercher. Et puis les choses, elles peuvent aller tellement vite. Je te donne un exemple tout bête qui colle à l'actualité. Est-ce que le manager ça y est, j'arrive plus à parler. Est-ce que le manager de Oliveira, il se pensait qu'il recevrait un contrat pour la ceinture? Non. Jamais de la vie. Tu vois, le mec est sur 2 défaites sur ses 4 derniers combats. Il y a 6 mois, jamais. Il a battu, le seul mec qu'il a battu, c'est Chandler, qui a perdu contre Pinglet. Est-ce que tu penses que ça, dans sa boîte mail, il recevrait un 5 rounds ceinture? Pas du tout. Et lui, il pensait qu'il était peut-être à 2 combats de cette ceinture. Donc, tout peut arriver. L'important maintenant, c'est de reprendre le rythme qui convient à Manon. Parce que... Ouais, donc c'est, excuse-moi de te couper, mais c'est ce storytelling qu'on a entendu aussi de elle a raté sa chance et c'est terminé, ça reviendra pas. Vous y croyez pas une seconde, vous? Mais tu sais, le public français, que ce soit au football et tout, il est très dur. On se dit, oui, voilà, la chance, elle est ratée. Et je te dis, c'est pour ça que je remercie vraiment les gens, parce que ce soit les gens qui font la modération sur le compte Insta de Manon, ou que ce soit mon compte à moi, 95%, c'est que des gens bienveillants. Après, la critique, elle existe. Les gens déçus, ben, ils crachent. Mais il faut pas le prendre comme ça. C'est juste des gens qui sont fans et qui auraient voulu que, et c'est les mêmes qui ont censé Benoît ou Cyril, et après le premier accro, ils descendent du bateau, tu vois. C'est pas très important au final. Mais bien sûr que non, il y a pas de storytelling où c'est fini. Pourquoi? Aujourd'hui. Surtout à l'UFC. Où tout peut aller très vite. En vrai, ouais. En fait, là, ce qu'il faut, c'est, et ça, on en reparlera dans une deuxième partie d'émission aujourd'hui, je spoile pas. Ce qu'il faut, c'est adhérer à la politique de l'UFC si t'es capable de le faire. Et qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Des gens qui restent dans leur caté de poids et des gens qui sont actifs. Si t'as ces 2 cordes à ton arc, rien n'est fini. Ça nous permet de faire le dernier thème autour du débrief sur Manon, c'est la suite, forcément. Tu me disais en début d'émission, il y a quand même cette volonté de revenir assez vite dans la cage. Très rapidement. Ouais. On va voir là si. Moi, je pense que c'est fini l'année d'attente là qu'il y a eu pour le title shot, qui était obligatoire. On est bien d'accord. Mais là, dans sa tête, on repart vite au charbon. On peut repartir à 3 combats par an, c'est ce qu'on va faire. Ok. Tu vises qui? Vous visez qui? Il y a une personne. On sait, on a vu Natalia Santos le même soir, Natalia Silva, excuse-moi, j'ai confondu avec Tayla, prendre donc cette victoire sur Alexa Grasso, l'ancienne championne. Elle est passée numéro 1 de la KT, Manon est numéro 2 aujourd'hui, numéro 3 Alexa Grasso. On a Ariel Blanchfield et Messi Barber 4 et 5 qui s'affrontent là dans 2 semaines à l'Apex à Las Vegas dans un main event. Donc la vainqueur forcément, bah voilà, elle reprend aussi des points dans cette course au prochain challenger. Dans l'idéal, vous voudriez qui? Genre une Silva tout de suite? Je pense qu'il faut viser personne là. Là, il faut nettoyer. Prendre ce que l'UFC vous donne. Ouais. Moi, j'aurais aucune négo là-dessus. Tu veux même me donner une 8e ou une 9e, je te la descends et... C'est ça. Okay. Là, il faut se remettre le pied à l'étrier rapidement. Il faut en faire 3, peut-être 2, rapidement, le plus vite possible. Et te dire maintenant, peut-être qu'on va avoir un peu de réussite avec une blessure derrière, comme ça a été le cas pour Grasso. Rappelle-toi, Grasso, elle est 5 quand elle prend Valentina la première fois. Donc aujourd'hui, je pense que... C'est grâce à une blessure de Manon Fiorot qu'elle prend la ceinture. Ouais. Aujourd'hui... il n'y a rien qui est écarté. Manon, elle a l'intention de continuer encore 3-4 ans. C'est beaucoup, 3-4 ans. À raison de 2 ou 3 combats par an, t'imagines, Alex, ça fait peut-être 12 combats, peut-être 8, peut-être 10. Donc, tout est possible, encore. Donc, même une revanche contre Rose, qui est 7e. Jazu Davicius, dont tu parlais, qui est 6e aujourd'hui, la canadienne. Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est n'importe quel nom. Des targets que vous prenez si on vous les propose. Là, dans les 2 ou 3 prochains mois, sera accepté. Il y aura aucun. On n'a jamais refusé personne. Et là, on va être surtout très actif. Et le dernier point, c'est sur les critiques. T'en parlais tout à l'heure, mais je sais, on en a eu aussi, nous, même sur Jab Live, quand j'ai fait le débrief, des gens qui étaient là, mais pourquoi il n'y a pas Aldric, qui expliquaient, il se repose encore de l'autre côté de l'Atlantique, mais
Et vous le voyez aujourd'hui, il sera avec moi très vite pour débriefer tout ça. Mais il y a eu aussi ces critiques. Forcément, elles touchent le coach, mais aussi l'homme. Comment tu les as vécues? Est-ce qu'il y en a que t'as mal pris? Est-ce que les gens sont pas à l'intérieur du truc, donc ils ont pas toutes les clés quand ils critiquent parfois. Je te dis la vérité, la critique, je viens de faire un mea culpa depuis une demi-heure, donc les gens qui disent c'est la faute du coach, indirectement, si c'est avec les arguments et le point de vue que moi j'ai donné, c'est ce que je viens de te dire. Donc au final, j'ai largement ma part de responsabilité et cette critique-là, elle me dérange pas. Oui, après, si c'est parce que j'aime pas Aldric, ça, c'est autre chose. C'est ça. Après, tu sais, à partir du moment où tu acceptes de faire des podcasts ou d'entraîner, d'être un personnage entre guillemets public, il y a de la critique et c'est pas très important. Donc, ces critiques-là ne me touchent pas du tout, au contraire. J'essaie même des fois de les lire parce qu'il y a des fois des gens qui sont pas dans le monde du MMA et qui ont des avis extrêmement intéressants. Donc, ça me dérange pas. Les gars, je vous demande un petit peu de clémence. Je suis pas que l'entraîneur de Manon. J'ai une dizaine d'athlètes. Là, tout est rebooké jusqu'au minimum au mois de septembre. Donc, j'aurai plus de vacances. Donc, je pense qu'une petite semaine. Ces vacances, c'est le lundi après-midi quand il vient dans le studio de Ricordia pour 2 heures. Je pense qu'une petite semaine, loin des caméras et loin de tout, elle était nécessaire parce que là, on enchaîne depuis, enfin, moi, personnellement, j'enchaînais depuis 14 mois. J'avais pas pris une semaine de vacances depuis 14 mois. Et je suis 4 à 5 heures par jour sur le tatami et je visionne peut-être une vingtaine d'heures de MMA par semaine. Donc je pense qu'il fallait souffler, ne serait-ce que pour que mes idées elles soient claires et que mes analyses soient justes, il fallait que je souffle une semaine. Et une petite dernière... Et c'est un moment, hein. C'était le bon moment pour souffler en fait. Et une petite dernière sur... Il y a un discours en ce moment que j'entends. Hein. Oui, les entraîneurs, on les voit trop médiatiquement. Alors moi je vais juste on va être clair, discours qui te concernait toi et Nicolas Watt. C'est ça. Je vais pas. Alors Nico, c'est un ami, et puis il a la langue très bien pendue, il va se défendre tout seul. Je veux pas du tout parler pour Nico. Et pour le coup, il sait que le micro de Jab Life lui est ouvert quand il veut. À Nico. C'est ça. Et Nico, il a tous les arguments et surtout l'élocution pour se défendre. Je vais même pas être défenseur de Nico, même s'il sait que je l'adore. Ah, je le disais parce que c'est une critique qui nous englobait tous les deux. On était tous les deux visés. Après, aujourd'hui, on dit il faut pas que les entraîneurs soient managers, il faut pas que les managers soient matchmakers. Donc bien sûr que pour que notre sport s'élève, il faut que chacun occupe sa fonction. Aujourd'hui, entraîneur, la rémunération, elle est ce qu'elle est. J'entends beaucoup de confrères. Moi, j'ai la chance d'en vivre aujourd'hui, mais il y a beaucoup de mes confrères qui ont du mal, qui sont obligés d'avoir un deuxième emploi. Donc en fait, ils sont pas entraîneurs, ils sont bouchers, charcutiers, mais pas entraîneurs. Et nous, on veut tendre vers le haut niveau. Donc aujourd'hui, je pense que pour avoir cette fonction d'entraîneur et pouvoir capitaliser là-dessus, tu dois avoir un complément. Ce complément, qui mieux qu'un entraîneur peut être analyste? On a dit à la première émission, et je retombe dessus, et ce sera le mot de la fin, que sur ce projet, tu étais mon patron et que moi, je travaille avec toi. Donc, je travaille avec toi, donc ça veut dire que je suis rémunéré. Tu peux en attester devant les caméras. Et que tu m'appelles avant pour avoir les sujets, pour les travailler en amont. Donc, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de plus légitime qu'un portier de discothèque? Je pense que oui, puisque moi je fais ça justement à plein temps. Donc après, si ça plaît pas, ne m'écoutez pas, c'est pas très important. Mais je pense qu'aujourd'hui, tous mes confrères, que ce soit au Brésil ou aux États-Unis, ont des podcasts, parlent, donnent leur impression sur les combats et font de l'analyse. Donc je pense que c'est si ça plaît, hein, bien sûr, une très bonne alternative à l'entraîneur pour qu'il puisse vivre de ça et passer son temps à regarder des combats et à progresser en tant qu'entraîneur plutôt que d'avoir un métier dans le civil en parallèle. Et je te terminerai en disant que moi, pour avoir couvert beaucoup d'autres sports que les sports de combat, notamment dans mon ancienne maison, c'est tellement frais d'avoir un sport où les gens parlent, où les gens s'expriment, tu vois, comme le MMA, que franchement, c'est appréciable de voir ça. Plus que, tu vois, il y a beaucoup de sports aujourd'hui où tout le monde se tait tout le temps et où avoir une parole est devenu une rareté. Et c'est bien d'avoir des explications aussi. Et comme on en a eu là, par exemple, pendant une demi-heure, tu vois, victoire ou défaite pour le coup. Après, moi, j'ai accepté de faire ça depuis maintenant 2 ou 3 ans parce que j'ai toujours pensé que ça fait de moi un meilleur entraîneur. Ça m'oblige à visionner. Ça m'oblige. Là, tu vois, malgré que j'étais en vacances, tout ce qui s'est passé ce week-end, hormis l'octagone que je rattraperai dans la semaine, j'ai tout visionné. Donc ça me permet d'avoir une analyse très précise sur le déroulement des combats,
sur le coaching de mes confrères, sur le niveau aussi derrière pour après moi matcher mes gars en fonction de leur évolution. Donc ce travail d'analyste et de podcasteur que je fait de moi un meilleur entraîneur. Donc bien sûr que je vais continuer à le faire et avec le plus grand plaisir. Et ce sera tous les lundis qu'on se retrouvera pour Aldric NRB plus notre nouvelle émission. Tu t'as teasé tout à l'heure, ça arrive cette semaine, le Jab Culture. On vous laisse encore le suspense sur le premier thème de discussion qu'on a choisi. Et on va parler de champions. Ça, voilà le mot que je peux vous donner. Mais on va s'attaquer justement, t'en parlais là, c'est une bonne passe D, Aldric, au reste de l'actu du week-end. À noter qu'il y avait une actu boxe très importante, avec la victoire de Tony Yoka, le retour dans les rings français de Tony Yoka pour son dernier combat du contrat avec Canal. On va le débriefer dans le nouveau format boxe qu'on va sortir cette semaine, ça arrive sur Jab Live cette semaine, notre format boxe au milieu de tous les formats MMA. Donc vous le retrouvez cette semaine et on fera le grand débrief à cette occasion-là, donc ça permet de le teaser, mais on n'oublie pas Tony Yoka bien sûr. On va rester sur le MMA, Aldric, et l'UFC. C'était pas la Fight Night la plus attendue de l'année. Il y avait même pas de hype du tout, pour le coup, autour de cet événement. C'était ce week-end, et on a vu une victoire dans le main event de Michael Morales. On est chez les moins de 77, les welters sur Gilbert Burns. Aldric, faut qu'on parle des welters. Qu'est-ce que c'est que cette KT? Tu te souviens, dans mon premier épisode, quand on parlait de Belal contre Jack Della Maddalena, je te disais, c'est une KT qui a très longtemps pas bougé. Quand il y avait les Covington, les machins, ça m'énervait. C'était une KT qui était vraiment un peu comme les lightweight. Le top 5 bougeait jamais. Là, qu'est-ce que ça bouge? Shavkat. Donc, Sean Brady. On a JDM qui vient de prendre la ceinture. Sean Brady. Morales qui s'inscrit là. Prates, il a perdu, mais il va revenir. Buckley qui affronte Ousmane bientôt. S'il le gagne, il rentre dans la conversation. Yann Gary qui était remplaçant pour JDM Belal, qui est aussi dans la conversation. Elle est devenue folle, la KT, Aldric. Mec, welterweight division great again. C'est incroyable. La KT est folle. Et pour moi, elle est en train de... Elle est revenue au niveau de l'époque Georges Saint-Pierre, Condit et tous les contenders qu'il y avait, Diaz à cette époque, tu vois. Vraiment, elle est vraiment dense, quoi. Elle est ouf, la KT. Ils sont jeunes. Pour la grande majorité, ils sont jeunes. À part Belal, ils sont tous à peu près trentenaires. Et il y a des encore plus jeunes, comme Gary, comme Prates. Morales, c'est super fort. Shavkat, on n'en parle pas assez. Morales, alors pour faire vite fait sur le combat de ce week-end, il y a encore beaucoup de failles dans le jeu. Mais c'est une bête physique. En fait, en 77, Morales. Moi, je vais rapprocher Morales de Shavkat un petit peu. C'est-à-dire que ça frappe très fort, mais avec un style peu académique qui peut surprendre. Alors, Shavkat, c'est un lutteur samboïste. Morales, c'est un mec qui a un background de judo. Mais au clinch, c'est super fort. Tu peux voler en quelques secondes. Tous les deux ne sont pas hyper optis au sol, mais ils sont solides. C'est-à-dire que, bien sûr qu'un Burns aurait pu inquiéter au sol, mais encore faudrait-il faire tomber. Et donc, ils défendent bien la lutte. Et je trouve, tu vois, les profils... Et ça frappe très, très fort et c'est capable d'éteindre sur un coup. Donc, ces deux profils, je les trouve assez similaires. Je pense que s'ils s'affrontent, ce serait absolument extraordinaire. Maintenant, moi, j'ai deux favoris dans cette KT. De par le jeu, en fait. C'est pas qu'ils sont plus forts que les autres, c'est qu'ils ont le jeu qui peut permettre de contrer ça. C'est-à-dire que on a donc cette lignée de strikers et on peut mettre le champion avec. Jack Della Maddalena, c'est pareil. Très gros striker avec une bonne défense de lutte. PS, dans les noms de la KT, on a oublié Leon Edwards, l'ancien champion, qui est encore là aussi. Il faut surtout pas l'oublier. Ouais. Mais en fait, tous ces strikers accomplis, et on peut mettre Leon Edwards dans l'eau, m'amène à penser que un Brady et un Buckley, ça peut faire la diff. Voilà. Pourquoi? Parce que ils sont tous deux très athlétiques. Ils ont un striking et on a vu un Brady être capable de faire un round complet avec Edwards debout. Même si contre Belal, c'était pas passé. Pareil. Je rappelle aux gens, et ça, tu l'as couvert, toi, l'événement d'Abu Dhabi, c'était très pesant. Il y avait une très grosse pression. Charles Oliveira, Islam. Ce soir-là, moi, j'y étais puisque Manon prenait Choukadian. Il y avait une atmosphère très lourde et j'ai l'impression que Brady, il a un peu... il l'a subi, ça? Ouais, il a subi beaucoup cette pression et c'était pas le Sean Brady qu'on a eu sur ses dernières prestas. Et c'est normal, le haut niveau, tu l'apprends comme ça. Des fois, tu as la pression, des fois, tu l'as pas. Et... moi, je pense qu'aujourd'hui, mon favori pour la catégorie, c'est Sean Brady. Et je dis, il faut pas du tout enterrer Buckley, qui est énorme aussi pour la KT. S'il passe Ousmane, ça change la donne aussi. J'espère qu'Ousmane va combattre. Il y a Ousmane, hein. Je te mets un petit, mais au moment où on se parle, c'est en train de sortir sur les réseaux, mais il a pris une gamelle, apparemment, sur un match de baseball en descendant de la tribune, et il aurait une blessure au genou. J'espère juste que ça va permettre de voir cet affrontement qui est complètement ouf. Après, mais il faut pas oublier Ousmane, parce que Ousmane Buckley, il est encore dans la conversation aussi.
aussi, quoi. C'est très très fort ce qui est en train de se passer dans cette KT. Je pense que elle a du renouveau et elle va nous donner des match-ups absolument extraordinaires. Et je serais pas surpris, moi, que la ceinture change 2 ou 3 fois de main avant qu'elle se stabilise. Clairement. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est une division. Tu sais, je te parlais des lightweight avant, les poids légers. Ça met du temps. Là, les anciens, ils mettent du temps à partir au fur et à mesure. Tu vois, tu sens, là, on sent que Chandler, il a clairement baissé. Voilà, il est sorti de ses top 5-6. Et je pense pas qu'il y reviendra. Les welter, là, c'est allé super vite. Je trouve que c'est très sain ce qui s'est passé. Et que le Morales Burns, c'est vraiment un symbole, puisque c'est la vieille garde avec Burns, tu vois, et la jeune garde qui lui prend la main. Elle s'est renouvelée d'une façon extraordinaire très vite. Ouais, si on se parlait il y a un an, tous les noms, il y en avait pas tant que ça des noms qu'on citait dans cette catégorie. Tu parlais encore des Covington, qui là est 9e et c'est avant la mise à jour du classement. Donc je pense que Morales va lui passer devant et qui sera enfin, Covington va sortir du top 10 peut-être. Mais tu vois, ça a été hyper vite en fait sur quelques mois là. Et là, tu arrives devant plein de match-up intéressants, plein de solutions possibles. Comme je te le disais avant, ces mecs-là sont jeunes, ils combattent très souvent. Donc et ils ont passé le cap, c'est-à-dire que à un moment on a eu des prospects mais qui étaient pas capables de passer le gardien du top 15 ou tu vois ce Neil Manny il a fait, alors c'est pas du mal parce que si tu passes pas Neil Manny tu passes pas les autres, mais il a botté le gatekeeper. Ouais, c'est ça, en tant que gatekeeper, il a botté le cul de pas mal de prospects qui arrivaient. Et là aujourd'hui, ces prospects, ils sont très forts et vraiment c'est hyper indécis la KT, t'as vraiment envie d'avoir des combats de Walter tous les mois parce que tu te dis mais waouh, quelle chance d'avoir. T'imagines que là on a cité potentiellement 7 noms et tu peux faire des combinaisons entre qui peuvent être champions. Oui. Et tu peux faire des combinaisons comme tu veux. C'est absolument fou. Et en fait t'as raison, c'est-à-dire que ce passage chez les lightweight, ce moment où les mecs de la vieille garde, eh ben ils ont barré la porte aux jeunes. Tu peux penser à Poirier contre Saint-Denis, t'avais eu un Gaethje contre Fiziev à un moment, tu vois. C'est ça. Chez les welter, c'est les jeunes qui ont poussé la porte. C'est ça. Les jeunes, ils ont passé cette porte. Et si Buckley bat Ousmane, ce sera un autre symbole de ça, avec tu vois cette nouvelle génération qui prend la main. Mais je t'ai même pas cité Islam, puisqu'on est quand même d'accord que maintenant il y a Islam Makhachev qui monte dans cette catégorie. C'est ce que je disais avant. Charles Oliveira va combattre pour la ceinture contre Ilia parce que Islam monte définitivement. En tout cas, s'il laisse son titre, c'est que c'est définitif. C'est l'idée. Donc il faut rajouter Islam dans l'équation. C'est une dinguerie après tous les noms qu'on a dit. Tu rajoutes Islam Makhachev. Après. Juste pour préciser, et ça ce sera plutôt pour l'analyse globale et quand on fait un peu nos fight fantasy, cette règle de la pesée le matin maintenant et de l'officiel à 9h et de la cérémonielle à 16h, ça a beaucoup changé la donne quand même, puisque moi j'ai passé 2-3 jours en compagnie de Georges Saint-Pierre et il est vraiment light par rapport à la KT d'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vois aujourd'hui ces monstres qui avoisinent les 90 kilos le jour du combat, tu te dis, ok, cette pesée à 9h, alors ok, elles protègent les athlètes, mais elles ont permis des rebonds à plus de 15%, voire 17% de la masse corporelle, et ces mecs-là sont énormes, mais vraiment énormes, et très athlétiques, et avec des taux de masse grasse bas, et vraiment, ce sont des monstres, et je pense que les Walter de l'époque n'auraient pas tenu, à part Georges qui avait la lutte pour les inquiéter, il y en a beaucoup qui se seraient fait monter en l'air parce qu'il y a une différence de puissance qui est colossale. Mais t'as raison, à Montréal, on les a vus, hein, parce on était avec Georges, on était avec eux, notamment pour le main event, oui, tu la vois la différence. Il y a une très grosse différence. Tu la vois que c'est passé. Qu'est-ce qu'on peut faire comme match-up, puisque va y avoir Islam contre Jack Della à la dernière, on va en reparler une nouvelle fois dans le Jab Culture à venir, ça, ce sera un de nos thèmes là-dessus. Ce qui est à peu près logique, hein. Enfin, Islam, vu qui il est, vu ce qu'il a fait depuis qu'il a conquis la ceinture, je trouve ça assez logique qu'on lui donne le title shot direct. C'est une star, c'est une superstar, une des rares superstars aujourd'hui de l'UFC. Je trouve ça assez logique, mais qu'est-ce qu'on fait derrière avec tous ces gars-là? Bah, il faut qu'ils s'affrontent. Bah ouais. Qu'est-ce que t'aurais dans la tête? Je t'ai mis un peu, tu me connais, je t'ai fait de la fantaisie comme l'autre fois. Belal Shavkat. Ouais. Shavkat, on l'a un peu oublié en plus ces derniers temps. Tu sais, là, quand il y a eu le combat avec JDM et tout, t'avais l'impression qu'on l'avait oublié dans l'équation. Je pense qu'il faut qu'il existe. L'UFC a... T'as vu comme on a vu l'apparition de Yann Gary, on a vu Sean Brady qui a été présenté en public pendant le combat. Là, c'était volontaire, ils veulent les pousser. Et après, c'est de bonne guerre. C'est le deuxième plus gros marché derrière le Brésil, c'est le Royaume-Uni. Et Sean qui est américain. Donc évidemment qu'ils doivent être poussés par l'UFC. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même globalement de la chance. Parce que on en reparlera tout à l'heure avec dans l'émission de Jab Culture sur les champions, mais on a à peu près de la chance parce que Islam est respecté, même si on sait que la Russie, ça rapporte moins qu'RMC. On parle franchement dans l'émission. La Russie, aujourd'hui, elle rapporte moins que RMC Sport. Donc, malgré que c'est un continent à lui tout seul,
c'est pas très lucratif. Et on sait que c'est important, ça aussi, pour l'UFC, qui a tendance plutôt à pousser le Brésil, l'Amérique du Sud dans sa globalité, et l'Europe, c'est un business, on et l'Europe en deuxième temps, derrière l'Angleterre, qui a un très très gros marché avec BT Sport. Donc, on a quand même de la chance. Malgré tout, le palmarès d'Islam est respecté parce qu'ils prennent un risque. Un champion qui a déjà en plus une ceinture, qui va peut-être en prendre une deuxième, même si on sait que le lightweight est vacant, c'est un risque. Et malgré tout, tu vois, c'est pour ça que je me bats pour dire quand même, il y a de la méritocratie. Il n'y a pas que du business, même si c'est quand même le nerf de la guerre. Mais derrière ça, moi, tout ce que j'aimerais éviter comme match-up, c'est les deux grappleurs. C'est-à-dire que Buckley, même s'il gagne debout, c'est quelqu'un qui sait lutter, qui peut amener au sol. J'aimerais juste éviter de voir les deux Américains s'affronter parce que Buckley, Brady, ils se neutralisent un peu, tu sais, pas au niveau du jeu. En dehors de ça, j'aime bien tout voir. Et moi, ce que j'aimerais, c'est un Brady Islam, si c'est Islam qui gagne, tu vois. Ah, ça, de toute façon, si Islam gagne, moi, j'ai très envie qu'Islam gagne parce que tous les match-ups qu'on vient de dire là, ils sont intéressants à voir. Islam, derrière, il a 6 ou 7 noms à pouvoir affronter. T'as 2-3 ans devant toi où tu peux faire des match-ups excitants selon ce qui s'est passé. Avec le Belal Shavkat, Brady Gary. T'as pas tes deux Américains qui s'affrontent. Hyper intéressant. Tu crées un vrai challenger. Pour moi, le match-up, il est vraiment pour Sean, parce qu'on sait que Yann Gary, c'est pas une très grosse défense de lutte, mais c'est un gros sol. Mais je pense, moi, à mon humble avis, que c'est meilleur au sol, Sean Brady. C'est meilleur au sol que Gary, donc c'est le pire. Là, par contre, t'enterres Gary, parce que je pense que c'est le pire match-up pour lui dans toute la catégorie. J'avoue que je suis pas mécontent. Si j'enterre Gary, je suis pas mécontent. Et si Buckley bat Ousmane, ou s'il n'y a pas le combat, comme tu me disais, Léon contre Buckley. Pareil, je pense que très très beau match-up. Et là, ça va dépendre de ce que fait Buckley. C'est-à-dire que si Buckley il arrive pour faire la guerre, il peut se faire éteindre. S'il est intelligent, qui capitalise sur son gabarit et sur sa capacité à mixer, parce que on parle pas de lutte là. Le mec n'est pas lutteur de formation. On parle de la capacité à mixer. Ça peut être un très bon match-up pour Buckley, mais ça dépend de quelle façon il aborde le combat. Tu vois. Ah, tu vois, mais ces trois-là, je trouve, sont 3 combats cool d'attente avec des bons match-ups. Et qui te désignent les challengers suivants, et puis les perdants peuvent même s'affronter. Enfin, tu vois, t'as des combinaisons à faire. Et si vous voulez tout remixer, dites-nous dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme combat. Je t'avais noté aussi, mais ça c'est pour les deux anciens, on peut faire un Burns-Covington. Puisqu'il faudra bien revoir un jour Covington dans un cage. Arrivé à un moment, je pense que Burns on n'est pas loin de son dernier. Ouais, je pense aussi. Donc un petit money fight sur un main event ou un co-main d'une carte un peu stylée. Tu le fais au Brésil pour chauffer les Brésiliens contre Colby, tu vois, je pense que ça le peut retour être de la revanche. Mais... Tu sais qu'on a oublié qu'il y a Michael Venom Page. Alors, pour moi, je le vois pas challenger possible à la ceinture, mais il t'apporte de la visibilité. Et il t'apporte une option pour un combat fun. Ça. Un Prates, après sa défaite, tu le fais contre Page, ils sont 12 et 15. Non, ça a du sens. Après, moi, je l'ai pas oublié, mais pour moi, c'est pas un contender à la ceinture. Non, c'est ça. C'est pas un contender à la ceinture. Même s'il nous a montré ça t'apporte du match-up fun. C'est ça. Mais tu vois, jusqu'à 12-15, j'arrive à te faire des match-up fun dans cette KT. Elle est hyper cool à regarder. La KT est dingue. Et je te dis, depuis 15 ans, je pense que c'est la meilleure catégorie Walter qu'on nous a offert là, à l'UFC. JDM, 8 victoires de suite. Shavkat, 7 victoires de suite. Morales et Buckley, 6 victoires de suite. Il y a des séries qui vont tomber dans les mois à venir, Aldric. C'est fort, ils sont en confiance, les mecs. Ouais. Ça éteint, ça finit les combats, ça a du KO power. La KT est dingue, vraiment. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vraiment une des grosses KT à suivre en ce moment à l'UFC et qui nous fait plaisir. On va sur l'actu un peu plus française pour finir l'émission, Aldric. On va parler, il y avait un Ares quand même, il y avait un Ares ces derniers jours, c'était le retour d'Ares et le retour de Baki, Vaissangour Shamsudinov. On l'avait plus vu dans la cage depuis Cédric Doumbé, c'était en mars 2024, donc ça fait plus d'un an, quasiment 15 mois pour Baki loin de la cage. Victoire sur le Brésilien Thiago Lima pour prendre la ceinture des 77 de Ares, on rappelle, hein, il avait signé pour le PFL, mais il lui restait des combats contractuellement avec Ares, donc il est revenu honorer son contrat, ce qui est normal. Il est champion d'Ares qu'on attendait depuis longtemps. Hein, c'est le champion entre Axel et Virgile, finalement, entre tes deux protégés. Qu'est-ce qu'on veut pour la suite? Moi, déjà, petite analyse sur le combat. Ça faisait un an qu'on l'avait pas vu. Moi, je sais que j'avais fait une interview récente avec lui. Il me disait qu'il était vraiment rentré dans la salle du temps, enfin, à s'entraîner, ceux qui auront la rêve pour DBZ pendant un an. Beaucoup travaillé l'anglaise. C'était une de ses précisions. Et moi, j'ai adoré son anglaise. Ouais, le travail en anglaise, le travail au corps notamment, avec les feintes du percute pour aller chercher au corps.
J'ai vu une meilleure version de Baki que ce que j'avais vu il y a un an, qui était déjà impressionnant. Même sur les déplacements, sur le Ouais. travail d'esquive, moi j'ai vu beaucoup de mieux parce que c'était vraiment pas un peintre en face. Et ouais, au niveau de la gestion défensive, de la responsabilité défensive en premier, magnifique. Déplacement, ça sort au bon moment. Quand ça a pas le temps de sortir, ça travaille sur les esquives rotatives et les retraits de buste. Ses timings sont Ouais, très bons sur vraiment. la défense, je suis d'accord. Très très fort. Et derrière, quand il a pris le combat à son compte, qu'il a accéléré, les changements de niveau, corps face en anglaise, non, rien à dire. Il y a eu de très très nets progrès et il a pris son temps pour finir. Et non, moi je trouvais que c'était une très bonne. Moi j'ai trouvé que c'était une très très bonne prestation. Surtout après 14 mois. Sans Ouais, c'est ça. combattre. T'as toujours un peu ce truc, comment on va le revoir, est-ce qu'il a... Là, il y a des vrais progrès clairs, et ce qu'il a dit, c'est ce qui a été fait. Et t'as déjà hâte de le revoir, parce qu'on le sait que c'est un potentiel énorme, mais je trouve que, tu sais, des fois, on en a déjà parlé, mais des fois, avoir une année entière pour travailler uniquement, ça peut te faire plus de bien à long terme que d'enchaîner les combats à cet âge-là. Même si t'as envie d'être actif à l'âge qu'il a, des fois, ça fait du bien. Une petite année à recharger ces trucs-là et à travailler son anglaise et d'autres choses. Moi j'ai vu de très gros progrès, donc ça, c'est positif, point final. Tu veux voir quoi derrière pour lui? Il a laissé plein de portes ouvertes. Il dit je peux venir défendre ma ceinture à Arès. Il y a le PFL qui est toujours dans l'équation. Il y a bien sûr au PFL cette chimère de la revanche contre Doumbé qui ferait beaucoup parler. T'aimerais voir quoi là pour Baki? J'ai pas envie de me montrer trop critique du PFL. C'est pas parce qu'il y a juste un événement qui a été annulé ou reporté Paris, qu'il faut les enterrer tout de suite. Ça nous a changé notre conduite cette semaine. on aurait pas mal parlé du PFL Paris. Et en fait, je pense qu'en tout cas, lui et son management ne sont pas dénués de bon sens, donc ils vont attendre de voir ce qui se passe. Et est-ce que j'ai vraiment envie de revoir une revanche contre Doumbé? Si Doumbé avait combattu, était actif et avait fait, par exemple, une belle victoire. C'est le vrai gros problème de ça. C'est ça. Mais là, t'as un mec qui se consacre à sa carrière d'acteur, de figure emblématique qu'il est, parce que ça, il faut pas lui enlever. Mais pendant qu'il y en a un autre qui se consacre au fight. Donc, je suis pas sûr d'avoir envie de voir cette revanche. Et en fait, en Walter, on n'a plus de représentants français pour le moment. Moi, j'aimerais bien que sur un malentendu, on le voyait à l'UFC Paris. Je suis assez d'accord, en fait. Moi, j'aimerais bien. Parce que t'as raison, on a Kevin qui vient donc de quitter le roster de l'UFC. Je peux déjà vous dire, mais Kevin, il sera dans nos studios dans pas longtemps pour nous parler de tout ça aussi. Kevin Jousset, bien sûr. Et c'est une KT où il y a un trou aujourd'hui en France. Et t'as raison. C'est-à-dire que avec tout ce qui s'était passé ces derniers mois, je le voyais plus prendre cette route PFL, cette revanche contre Cédric. Et si la porte, elle s'ouvre là, pour l'UFC Paris, faut y aller en vrai. Faut y aller parce que t'as un vrai potentiel. Tu vas pouvoir apprendre là-bas. Et pour moi, t'as déjà le potentiel pour être à l'UFC. Et dans une KT, on vient d'en faire 10 minutes à Aldric, où ça bouge vachement, où il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment. T'imagines, en ce moment, il y a 104 lightweight, et je crois qu'il y a 92 welterweight, ou 89. Donc, comme tu l'as très bien dit, autant tu peux pas apprendre en middleweight, autant tu peux apprendre en lightweight et en welterweight à l'UFC. C'est-à-dire que tu peux démarrer avec des match-ups qui te font grandir et pas des coups près où tu tombes tout de suite contre le 40e mondial ou le 30e mondial. Tu vois, comme c'est le cas d'ailleurs en middleweight. En middleweight, t'as pas le temps d'apprendre. T'arrives direct. Faut arriver, faut être brut et formé. Tu peux pas apprendre ou en tout cas te dire ouais, je vais progresser sur ça. Tu peux pas dans cette KT. Et c'est important de le comprendre. Et je pense qu'il y a des choses à faire en Walter. Et moi, je pense que vu ce qu'il nous a montré là, j'ai envie de le voir à l'UFC avec les meilleurs. Ouais. J'ai rien contre le PFL. Je pense qu'il faut leur redonner une chance et que j'espère que cet événement en Belgique va cartonner et que les gens vont pouvoir s'épanouir là-bas. Néanmoins, je suis pas sûr de vouloir le voir au PFL, quitte à le voir même sur le tournoi mondial. Tu vois, il a quand même perdu la prime divisée par 2, le peu de renouvellement qu'il y a eu, les athlètes qui s'en vont. Alors même si Pachimix, c'est pas du tout un 77, aujourd'hui les talents. Il va falloir m'expliquer pourquoi le PFL a racheté le Bellator. Si c'est pour couper tous les mecs du Bellator et jamais avoir, il va falloir m'expliquer le délire. Je pense qu'ils font des choix qui peut-être que dans 2 ans on y verra plus clair sur leurs choix, tu vois. Mais autant sur les prospects européens, les Hughes et tous les mecs qu'ils ont signés, je voyais vraiment une démarche avec un bien fondé. Autant là, j'ai du mal à comprendre la suite des événements, tu vois. Ah, s'il peut, ouais, moi je suis assez d'accord sur ça. Baki à l'UFC, ça me ferait bien plaisir dans les mois à venir parce que je pense qu'il a le talent et la tête pour pouvoir y arriver et grandir là-bas. Et je l'ai déjà dit, moi, s'ils font un Doumbé 2, je pense que ça fera du bien au MMA français aussi parce que ça va mettre des yeux dessus. Par contre, je veux pas Baki Doumbé 2 avec Doumbé qui n'a pas combattu depuis des mois et qui s'entraîne à peine. Si vous me faites ça, Cédric, il faut qu'il respecte aussi Baki et le niveau qu'a Baki. Il faut qu'il y ait 1 ou 2 combats avant pour se refaire, un vrai camp de prépa et qu'on ait les deux
à leur sommet pour voir C'est ça. une vraie belle opposition. Là, ça mérite pour le coup. Mais on va voir, ça va être intéressant parce qu'il y a beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir pour Baki, surtout après une perf comme il a fait là, et la preuve une nouvelle fois de tout son talent. Arès, t'avais d'autres choses que t'as notées? Ouais, Qui écoute, t'ont intéressé? moi j'ai été concerné directement puisque pour le moment, même si bien sûr qu'on a envie qu'il signe à l'UFC, Virgil Hogan c'est toujours le champion d'Ares. Ouais. Donc voir un petit peu ce qui se passait dans cette catégorie 84, c'était intéressant. Donc avec Vlad Gutu qui s'est incliné, ça y est, je cherche mes mots. Contre Hugo Guillon. Contre Hugo Guillon, merci. J'ai vu un Guillon pareil qui avait pas combattu depuis longtemps et qui était allé faire une partie de son camp chez Dricus en Afrique du Sud. Et pareil, beaucoup de progrès, intéressant. À revoir, mais ça amène du plus dans cette catégorie d'Ares. Les débuts pareil de Jackie Jeanne à 84, hyper intéressant aussi. Alors on le savait, hein, parce que pour ceux qui avaient suivi le combat contre Virgil, il était pesé à 89, 90. C'était un faux light heavyweight. C'est pour ça, moi, que j'avais accepté à l'époque. Parce que j'avais vu justement que sur ces combats, il cutait pas, quoi. C'était pas un vrai 93 qui faisait un rebond à 105 derrière. Donc, mais en tout cas, ses débuts à 84 sont hyper encourageants. Non, moi, j'ai passé un bon moment. Avec un Zebo Akmouche aussi très intéressant. Moustapha Diakhaté, j'ai bien aimé. Benoît Prigent, intéressant aussi. Les débuts pro, ça se regarde toujours. Exactement. C'était bien. C'était après efficace. Il faut voir sur la durée les débuts pro. Je veux dire, ouais, bien sûr. Mais c'est toujours, comme tu dis, toujours intéressant à voir. Ça. Vraiment. Diakhaté, très intéressant. Ses débuts à Arès pour Delphine Benwesh, c'est trop superbe combinaison pour finir. Ouais, pareil, c'était jab au corps, fin de jab au corps et uppercut. Enfin, c'est du très très propre pour les amoureux d'anglaise comme je le suis. J'ai bien aimé de voir ça. Et le Zebo Akmouche, quand même, qui était le co-main event. Qui a beaucoup fait jaser sur les réseaux. Qui a gagné Zebo Akmouche? En fait, il faut comprendre. On rappelle que c'est Jordan Zebo qui a pris la décision à la fin. Il faut comprendre. Je suis partisan de personne, j'ai pas assez revu le combat, mais en gros, on schématise. Les partisans d'Akmouche, ils disent qu'il a gagné. Sur la globalité du combat, ça peut se comprendre. Oui. Et il faut renuancer. On en parlait avec Manon tout à l'heure. La globalité du combat, c'est pas ça les règles. Ça, c'était le Pride, les gars. Exactement. Maintenant, c'est noté round par round. Donc, et après, il faut remettre 2 minutes l'église au milieu du village, round par round. Ça veut dire que, pareil, tu vois, les pros Zebo, ils disent, ouais, mais regardez la quantité de coups. Mais non. On peut pas regarder la quantité de coups sur les 3 rounds parce que si, je donne un exemple pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Je combats contre Alex, je mets 100 coups dans le premier round, j'en mets 2 dans le deuxième et 2 dans le troisième. Et dans le 2 et le 3, Alex, il en met 3. C'est moi qui gagne les 2. C'est toi qui gagne le combat. Et derrière, si on vient m'expliquer... Alors que au final, le nombre de coups est de 103 à 6. C'est exactement ça. Et je prends exprès quelque chose de parlant pour que les auditeurs comprennent. Ça marche sur la globalité du combat. Mais ce qui n'est pas le cas. Donc, on peut pas prendre le nombre de touches effectives totales et dire, regardez, il y en a. Ce qui est un débat 40... qu'on aura peut-être un jour dans le Jab sûr. Culture, Aldric, parce que tu sais que je l'ai eu dans mon interview avec Georges aussi, Saint-Pierre, qui a un débat tout à fait différent là-dessus, ouais. Exactement. Mais je trouve que c'est un débat très intéressant parce que la notation de boxe qu'on utilise aujourd'hui en MMA, elle est prévue sur 10 ou 12 rounds. Hein. C'est ça. Quand t'es sur 3 ou 5 comme le MMA, c'est très différent et ça peut parfois donner des situations compliquées. Donc, c'est un débat qu'on aura parce que c'est intéressant. Là, clairement, c'est le cas. Mais pour le moment, on est jugé de cette façon-là. Donc, c'est au round par round. On regarde les frappes effectives. Et si sur cet item-là, il n'y en a pas assez où elles sont à égalité, tu vas chercher sur la top position ou les tentatives de finalisation. Et c'est comme ça que ça doit être noté aujourd'hui. Donc, il faut avoir un regard. Je te cache pas que je l'ai regardé qu'une fois pour le moment parce que j'avais beaucoup de choses à rattraper ce week-end. Donc, je pourrais pas te donner d'avis très précis là-dessus. Moi, j'ai Akmouche. En première, je l'ai vu qu'une fois. Moi, j'avais Akmouche. Ben, et je le regarde pas très bien. Je vais être honnête, tu vois, je fais d'autres trucs en même temps. Je suis à la cuisine. Et ça nous ramène, à la cuisine pour te et ça dire. nous ramène, Alex, au débat que je t'ai dit pour Valentina. Quand c'est le troisième qui est foutu en l'air, tu as tendance à noter sur la globalité. Ouais. Et donc, les mecs qui étaient là avec leur truc, ils disaient, ah ouais, mais Jordan finit plus fort. Et tu sais, quand tu as ce truc-là en tête, c'est compliqué de revenir sur ce que tu as dit. C'est pas pour faire joli qu'on dit finissez fort les rounds. C'est que les juges, c'est des êtres humains. Et j'ai trouvé court, moi, sur la fin même la fin du deuxième, je trouve un peu court, Wissam. Le troisième, il y est plus. Alors, il fait un premier magnifique, mais ça demande de regarder. Ouais. Ça demande de regarder à plusieurs reprises, mais il faut faire attention parce qu'un combat, c'est que 15 minutes. Et sur ces 15 minutes, si tu en domines 7, mais que tu en perds 8,
parce que sur des phases de combat, sur du cage control, sur du sol, eh ben c'est comme ça que ça se passe. Et pareil, tu vois, sur ces takedowns, je les ai trouvés magnifiques, mais ça manquait un petit peu de travail. Surtout que si c'est le mec d'en dessous qui frappe, il faut frapper. Si derrière ça frappe pas en dessous, il faut bien comprendre aussi comment c'est jugé. Je te fais tomber, je suis au-dessus, il se passe rien, c'est moi qui gagne. Je te fais tomber, c'est toi qui me mets des coups de coude dans la tête et moi je fais rien, c'est toi qui gagne. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que c'est scoré le MMA. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ça, on pourra en débattre peut-être un jour lors d'un live avec notre communauté ou peut-être sur même avoir des juges ou des gens de la Fédé, tu vois, ce sera intéressant ça. Mais aujourd'hui, les règles, c'est celle-là et on doit se conformer à celle-là. Complètement. En tout cas, c'était une belle soirée pour le coup, Arès. Et je sais qu'Arès, tu vois, voilà, on le sait tous, hein, va y avoir aussi un problème de star à un moment, puisque quand il y aura plus Baki, quand il y aura plus Axel, Virgile, aujourd'hui, c'est les noms qui font vivre cet orga. Il y a une belle relève qui arrive là. Exactement. Je trouvais que cette soirée montrait quand même, tu vois, on citait des Diakaté, des Benwesh, tu vois, qui peuvent apporter des choses à cet orga. Il y a une relève qui arrive. Alors, il faudra du temps, les installer, en faire des stars comme la génération d'avant, mais voilà, il y a de la relève pour Arès et on attend de voir la suite impatiemment. La suite, elle sera à Marseille avec Axel Sola en main event d'ailleurs. Ilyes Giroun qui va faire la ceinture. On peut finir cette soirée on va finir cette soirée pareil. Là, moi, si j'ai signé ces combats avec mes gars, c'est que j'y crois. Donc, je pense qu'Ilyes va être champion des 66 et je pense qu'Axel va conserver sa ceinture des 70. Sinon, on n'aurait pas signé pour ça. Et le siège social d'Arès sera bien sûr mis à Nice directement. Ce sera plus simple pour les négociations, Eldrick. Ce sera plus direct. Et bien sûr, on suivra ça sur Jab Life le 14 avec Axel. On sera aussi, pour le coup, maintenant, c'est à côté. C'est à Marseille. Donc, on va pouvoir se déplacer assez facilement sur cet événement d'Arès. On reste en France avec Hexagone, Aldric, qui est là pour le coup, c'est de la preview, c'est pas du débrief. Ce sera ce week-end, le 24, donc samedi à Bordeaux. Grosse carte du côté d'Hexagone. Il y aura notamment, c'est le main event, ça te concerne, hein. Ça te concerne puisque c'est Baris qui défend sa ceinture des moins de 61 contre un Brésilien, Francisco Clayton Monteiro. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce combat? C'est l'habituel challenger brésilien pour les champions d'Arès ou Hexagone. Ouais, moi je trouve ça bien. En fait, souvent, il faut comprendre. Là, on est en train de... Quand je dis on, c'est les critiques. Ouais, c'est encore un plombier brésilien. Les gars, aujourd'hui, le Brésil, c'est la plus grosse nation de MMA au monde. Le disrespect pour le Brésil quand on entend ça. Non, mais vraiment, tu vois, il est important. Les match-ups sont pas tous du même niveau. On est bien d'accord sur ces challenges-là. Mais le Brésil, c'est le pays du MMA. C'est pas les États-Unis, les gars. C'est le Brésil, le pays du MMA. Donc, c'est aussi normal qu'il y ait le plus de viviers et de gens à aller chercher là-bas, pour le coup. Et quand tu vois aujourd'hui que dans certaines KT, ils arrivent à remplir la moitié du top 15, il faut respecter, les gars, quand même. Le Brésil, aujourd'hui, c'est ceux qui nous ont amené ce sport. Je pense qu'une partie de la critique, c'est aussi de dire, moi, ce que je peux suivre, on n'arrive pas, dans ces ligues-là, à créer de rivalités franco-françaises qui méritent de se challenger pour le titre. Aujourd'hui... On y arrive mal. Dans ces KT-là, tu veux aller chercher qui? Je suis d'accord. C'est un manque de vivier, en fait. T'as le parrain, qui pour moi était Laure Lapillus. C'est le parrain, c'est le boss du game. Et on sait que il est, soyons honnêtes, très loin devant, n'en déplaise à ceux qui sont derrière. Et je le dis pourtant, je pense avoir quelqu'un de pas très loin au classement d'ailleurs, la personne de Baris, mais pour l'instant, Taylor, intouchable. Et derrière ça, t'as des figures montantes, t'as le champion de l'Ares, Abou, t'as Baris qui est le champion de l'Hexagone, et effectivement, il n'y a pas une très grosse concurrence sur ces KT, mais après, c'est valable pour partout. En France, on a plus de monde dans les KT du dessus que dans ces KT-là. En flyweight, on est relativement pauvre. À 61, c'est pareil. On commence à avoir des gens à partir de 66, 70, 77, voire 84. Donc, c'est plus des marchés asiatiques ou américains, parce qu'ils en ont aussi, mais nous, un petit peu moins. Donc, c'est comme ça que ça doit être. Là, il n'y avait pas de rivalité franco-française. Il y a un premier combat, parce qu'on va vite, on va toujours trop vite. Baris, même si ça fait 10 ans qu'il est au Boxing Squad, 10 ans de quand il est arrivé à l'âge de 13 ans. Donc, tu vois, dans sa maturité, même s'il est extrêmement doué, complet, qu'il a le KO power qui est rare dans cette la KT. La marge de progression est encore énorme. Bien sûr, allons-y doucement, doucement. Là, il a fait un choc franco-français quand même si son dernier adversaire, ça s'est fini vite, c'était un très, très, très solide adversaire qui avait un très gros palmarès de kickboxing. Choc qu'il a terminé en 1 minute 30, si je dis pas de bêtises. Donc derrière ça, il y a un premier test international. Quand je dis premier, c'est en France. Il a déjà fait le Cage Warrior, il a gagné, il a mais une défense de ceinture en France. C'est ça, contre un Brésilien qui a beaucoup de combats, plus que lui. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. Et pareil, si
ce combat a été pris par le management de Barry, c'est que nous, on a validé le match-up. Donc, il y va pour gagner ce combat et de la meilleure des façons, c'est-à-dire par KO. Il est bien. On est à quelques jours de l'événement. Cette question me permet de rendre hommage à Jean-Marc Toesca, à Elias Giroun, qui, malgré qu'on attaque aussi son camp, il s'est beaucoup occupé de Barry pendant qu'on n'était pas là, parce qu'il y a eu quasiment la moitié de l'équipe qui était au Canada. Le travail était fait au Boxing Squad quand même pendant ce temps-là. Bien sûr, et heureusement qu'il y a Elias qui était là pour gérer, et Jean-Marc qui s'est investi tous les jours pour continuer cette prépa, et Stéphane Guaresi également, qui est le head coach de Barry sur ce camp, et qui le coach qui sera dans son coin. Parce que pareil, tu vois, moi je pourrais dire, les gars, laissez-moi une place dans le coin. J'étais pas là. T'as pas fait la prépa. J'ai pas fait son camp. Donc aujourd'hui, moi j'ai eu un rôle de concertation sur le match-up. Ce match-up, je trouve intéressant. Barry a les armes pour le gagner. Mais derrière, c'est Stéphane qui sera dans le coin. C'est logique, c'est lui qui a fait le camp. Moi, je ne dois pas rechercher la lumière systématiquement. J'ai promis à Barry que je ferai un camp avec lui. Parce qu'à chaque fois, malheureusement, ça, c'est le petit bémol des grosses équipes. C'est qu'on a beaucoup d'échéances en même temps. Mais je sais qu'il a très bien préparé ce combat et qu'il a toutes les armes pour mettre KO ce Brésilien. C'est un bon problème à avoir, ça. C'est un très bon problème à avoir. Et peut-être ma solution pour finir notre débat qu'on avait là, c'est un vœu pieux, mais tu me connais, je suis toujours dans la fantaisie et qui me plairait, c'est qu'un jour ou l'autre, Arès et Hexagone fassent une carte commune. Rising Bellator. On fait un truc comme ça et on fait s'affronter les champions. Quelque chose me dit que c'est pas demain la veille. Je sais que c'est déjà en termes d'orga, même pour les combattants, c'est compliqué parce que celui qui perd, c'est aussi plus compliqué. T'es toujours champion, mais t'as perdu contre le champion d'en face. C'est compliqué pour l'image. Mais dans un monde idéal, sportivement, ce serait intéressant. Ce serait cool. Évidemment. Ouais, ce serait vraiment cool d'avoir ces oppositions-là entre la crème de la crème française, ce serait cool. Il y a aussi les débuts pro de Paul Dena, Paul Denis Navarro, sur cette carte à Bordeaux, Aldric. 4e combat pro pour Owen Jason, le 2e pour Bafodé Gassama. Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement, les débuts pro de Paul Dena? Quand même, quand t'es reporté pour des problèmes de visa, ça devait être sur l'hexagone d'avant. C'est l'adversaire initial, le Marocain qui est pas mauvais, qui est un bon striker. Exactement. C'est intéressant, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de hype, donc on va être intéressé de suivre ses débuts pro et son évolution chez les pros. Et évident. Même si on laisse la hype de côté, parce que tu sais que c'est pas ce qui m'intéresse de façon primaire, on a des gars qui ont un cursus IMAF, qui ont gagné à l'IMAF ou qui ont fait des podiums ou qui sont allés pas très loin de ces places médaillées. Bafodé, c'est pareil. Donc moi, j'aime bien voir ces prospects qui ont déjà une carrière amateur accomplie, passer dans le monde professionnel. Donc non, la carte est très intéressante et la construction d'Hexagone est intéressante aussi. Ils ont signé beaucoup de ces mecs-là, des Samba Sima, tu vois, des mecs qui sont vraiment des pépites et en devenir. Donc, le roster en talent, il est très intéressant. Et pour le coup, c'est une orga qui peut mettre en place des choses où à terme, et à moyen court terme plus qu'à long terme, on pourrait avoir des belles oppositions entre Français de la même caté, qui ont du talent et qui montent. Je pense que Hexagone est capable de le faire. Mais le recrutement qu'ils ont fait est hyper intéressant et les match-ups qui nous présentent sont vraiment de qualité, tu vois. C'est pas encore des stars, mais c'est vraiment des prospects à surveiller qui peuvent tout exploser dans les prochains mois et les prochaines semaines. Et il me reste 2 questions pour boucler cet Aldric Enerby numéro 3, mais qui était bien dense déjà. On avait pas mal de sujets, Aldric. Déjà, c'est Damien Lapillus, dont tu es le head coach désormais, le frère de Taylor, bien sûr, on rappelle, qui a eu une suspension sur le territoire français pour des problèmes avec l'AFLD, pour de la ventoline et ses problèmes d'asthme à l'époque, qui combat aujourd'hui au Brave, enfin qui a combattu il y a quelques jours au Brave, t'es passé par l'Octagone il y a quelques mois aussi. Il s'est imposé pour son retour dans la cage. Toi, t'es son head coach, mais t'étais loin, t'étais à Montréal, tu pouvais pas le gérer directement. J'ai pas vu le combat, je vais être honnête avec nos auditeurs, moi, contrairement à tout le reste, ça je l'ai pas vu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la performance de Damien du côté du Brave et de cette victoire? Masterclass. Alors, déjà, on contextualise un tout petit peu. Il prend... Alors toi, je sais que tu es un très grand journaliste et orateur, mais c'était pas pour sa plume. Il prend Victor Hugo, c'est un Brésilien, qui a fait son dernier combat à l'UFC en octobre de cette année, donc qui était loin d'être un peintre. Tu sais qu'avant de prendre Cardenas en mai à Las Vegas, Naoya Inoue, il devait prendre David Picasso. Donc tu vois, Picasso et Victor Hugo. Les sports de combat, c'est des trucs d'artistes. C'est des trucs d'artistes. Comme disent les Canadiens, c'est des artistes martiaux. Mais ouais, donc qui avait plutôt brillé à l'UFC pour son striking. Donc Damien en a fait un lutteur, mais ça on le savait. Moi, quand j'avais vu le match-up, je le savais et Taylor l'a dit très bien dit dans le coin. Et derrière ça, on a une masterclass de Damien qui perd pas d'énergie à défendre la lutte directement, qui fait du cage walk derrière, c'est-à-dire que le peu de fois où les takedowns sont passés, il retourne contre la cage, il défend le dos parfaitement. Je veux dire, c'est à montrer
dans tous les livres d'école du MMA. C'est-à-dire que si tu es capable de défendre le dos, ce que fait Damien est absolument magnifique. C'est-à-dire que sur les takedowns, il prend pas de coups, il retourne contre le mur, il se remet debout, il reforce Victor à boxer. Sur les phases de boxe, c'est lui qui gagne. Il touche bien avec son jab, il combine quand il faut combiner, il sort en kick quand il faut sortir en kick. Il y a peu de choses à dire sur cette prestation, si ce n'est qu'elle est masterclass. De toute façon, c'est simple. Quand il y a un combat et que tu as l'impression que le mec d'en face ne mérite pas sa place sur le combat, j'aime pas dire est un plombier ou un clochard, c'est dénigrant. Qu'il y a un monde d'écart. Très gros écart, alors que c'est sur le papier, en tout cas, c'est pas le cas. Bah, ça veut dire que tu fais une masterclass et c'est ce qu'a fait Damien. Et je suis vraiment, je suis content, moi, vraiment de ça parce que il faut pas regarder le palmarès de Damien. On sait que la FLD en France, on est sûr que c'est propre le sport, mais ils sont des fois très excessifs. Et quand tu vois qu'il y a 6 combats de Damien qui ont été pour le coup, pour être honnête, ne touche pas que le MMA. La FLD sur le sport global en France, ils ont toujours eu. La France, on est beaucoup plus strict que d'autres pays. Et beaucoup plus. Et je reviens là-dessus. Aujourd'hui, cette suspension, elle était méritée. Damien, il a fait ce mea culpa. On est en train de. J'espère elle pourrait être très rapidement terminée ou peut-être qu'elle va devoir encore durer quelques mois sur le sol français. Et Damien Lapillus fait partie des tout meilleurs lightweight européens. On parle même pas de français là. C'est quoi l'avenir pour toi? Pour finir sur moi je veux qu'il rebondisse en France, même si en se disant, tu vois, on s'imagine que dans quelques mois la suspension est terminée et qu'il peut aller un peu où il veut. C'est en France qu'il faut qu'il rebondisse. Moi j'aimerais le voir au moins en France pour boucler la boucle. Il a que 35 ans. Hein. C'est-à-dire que effectivement, on a de temps en temps, on a de faux débats. Ouais, à 35 ans, c'est fini, l'UFC va pas te signer. Alors moi, je vais juste vous rappeler quelque chose de très court. Hein, ça date d'une semaine. L'adversaire de Bonanzani, il avait quel âge, Alex? Prépolek, il était déjà bien âgé. Je sais pas l'âge exact, donc je veux pas. Ok, ouais, 35. Donc tu vois. Et 18-8, enfin, tu vois, un énorme parcours. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, Damien, il est pas du tout trop tard pour rien. Moi, je crois en lui. Il le sait. Et c'est juste pour boucler la boucle que j'aimerais le voir en France, mais je pense que sa place, elle est dans une très grosse orga. Tu as raison. Tout est question d'opportunité. C'est ça. Un combat lightweight à Paris et l'UFC, il y a un mec qui saute. 10 jours avant, t'as besoin d'un mec, sa suspension est finie. Des fois, la vie, elle tout nous peut se passer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Prépolek. Hein. C'est ça. Prépolek, le dimanche d'avant, si tu lui disais tu vas combattre à l'UFC samedi prochain, il te rigolait au nez, le mec. C'est ça. Donc pourtant, tout peut arriver. En tout cas, sa place, elle est parmi les meilleurs lightweight d'Europe. Aujourd'hui, le Boxing Squad, on a cette chance. Je pense qu'en lightweight, on fait... il y a toujours mieux ailleurs, mais c'est compliqué de faire mieux. Du Mehdi Dakaev, Nikita Leshukov, Axel Sola, Damien Lapillus, Ilyes qui jongle entre les deux KT, Giroun. C'est compliqué, je pense, aujourd'hui, de faire mieux en lightweight. Et je suis vraiment très content de bosser avec Damien et très content pour lui de ce deuxième succès depuis son retour. Et dès qu'il sera à Nice, il sera bien sûr le bienvenu derrière ce micro pour nous faire une belle interview et qu'il nous raconte aussi tout ça et comment il a vécu, pour le coup, ces derniers mois et dernières années. Et je finis avec un nom, Ilian Boifia. Monsieur Aldric Cassata, on a eu l'annonce officielle, on le savait, on était dans les petits papiers depuis quelques temps, tu m'avais donné l'info, qui sera au Dana White Contender Series, donc la porte d'entrée pour l'UFC aujourd'hui. 14 août. Quasiment une des plus grosses portes d'entrée aujourd'hui pour l'UFC. Hein. C'est soit du short notice, soit les Dana White Contender Series. Il y a des cartes où 80% de la carte, maintenant, ils sont passés par les Contender Series, les mecs. J'ai l'impression que, contrairement à d'habitude, on n'envoie pas le français seulement au charbon, cette fois. Il y a eu pas mal de fois où on a envoyé les Français au charbon, au Dana White Contender Series, et ils étaient un peu là en victime. Notamment contre Vakitov, avec Islam, des choses comme ça. Là, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Comment t'analyses? Le match-up, voilà, de rappeler son adversaire aussi, un Brésilien d'ailleurs. Pareil, je veux dire, aujourd'hui, moi, ma réflexion, elle est identique que je manage ou que j'ai ma casquette de coach. Si on valide un match-up, c'est que il y a plus de 50% de chances de le gagner. C'est tout. Donc aujourd'hui, je pense que tu peux vraiment donner un 60-40 minimum pour Ilian. En face, ça a tout à fait les arguments pour que Ilian s'impose. Physiquement, il y a un avantage pour Ilian. C'est un striker et on sait que Ilian excelle dans cette distance. Il n'y a plus qu'à. Il faut préparer le meilleur Ilian possible pour le 14 août. On a du temps. Ce sont des échéances qui ne se chevauchent pas avec les grosses échéances du club.
J'ai envie de te dire, moi, il y a un monde où je finis après Virgile et Axel et j'ai plus que Manon et Iliane à m'occuper sur un retour assez rapide de Manon. Donc, c'est des choses parfaitement réalisables et qui sont à la portée du boxing squad et de ces infrastructures d'aujourd'hui. Après, peut-être dans quelques mois, on sera capable de faire 3 ou 4 camps en même temps. Aujourd'hui, on n'est pas capable. Donc là, au niveau de la temporalité, c'est absolument parfait. Eh ben, on suivra ça aussi, et pour le coup, on recevra aussi Iliane pour qu'il nous raconte cette aventure qui est forcément à part et où tu joues beaucoup de ton avenir sur un combat. C'est quand même très spécial, ce truc des Dana White Contender Series. On pourrait avoir d'autres surprises ou quoi autour du club sur les Dana White ou pas? La saison, je l'ai dit dans Elle débute à peine au Canada il n'y a pas très longtemps. L'été et le Dana White Contender Series vont être lourds. Ne ratez pas votre abonnement parce que ça passe que sur le Fight Pass, je crois, pour le moment. Tout à fait. Donc il y aura des surprises et il y en aura plus d'une. Très bien, on va en reparler dans les semaines à venir, je pense, Aldric. Merci, Aldric, pour tout ce débrief, ce retour du Canada et de Montréal. On vous réserve un Jab Culture, le premier épisode, donc c'est notre grande émission, on débattra des grands débats autour du combat, on fera parfois des top 10 qui nous amusent, des choses comme ça. C'est pour cette semaine le premier épisode, donc on vous garde la surprise, mais ça arrive ce mercredi sur Jab Life, et puis on se retrouve la semaine prochaine, comme toutes les semaines. Aldric NRB numéro 4. Salut moi Alex. Salut Aldric. Ciao ciao. Salut à tous.